c'est la première fois dans ma vie que je donne une conférence en français. Et donc, il ne faut pas s'attendre que je parle parfaitement. J'ai jamais appris le français d'une façon méthodique, c'est-à-dire avec un livre, je l'ai pris comme ça, entre guillemets, parce que mes langues maternelles sont le catalan, le français, le galicien et l'espagnol. Alors, avec ces trois langues-là, plus ou moins ça va. OK? Mais bon, on va parler, je vais faire une chose beaucoup plus générale. Françoise, je pense que c'était déjà très avancé, ce qu'elle a fait. Je vais donner, au contraire, quelque chose de beaucoup plus général. Je vais parler sur les binaires aussi, mais on va se centrer maintenant sur les binaires des trous noirs massifs, supermassifs, avec un tout petit objet, un objet compact. Je vais définir qu'est-ce que ça veut dire. OK? Alors, on va appeler un oignon couche à couche jusqu'à l'horizon des événements. OK. Galaxie primitive et trou noir monstrueux. Quasar. On a déjà écouté à propos de quasar, mais un quasar, un grand mot, bon, un mot très général, c'est un objet qu'on trouvait dans le ciel. On ne comprenait pas très bien qu'est-ce que c'était. On l'appelait une source de radio qui était plus ou moins presque stellaire. On les trouve entre des redshifts entre 0,06 et 6,5, c'est-à-dire relativement proches de nous et très loin de nous. Ces objets-là sont très intéressants parce qu'ils sont les plus puissants et énergétiques de tout l'univers connu. Ils habitent dans le centre des galaxies actives, parce qu'il y a des galaxies qui sont actives et des galaxies qui ne sont pas actives, comme la Voie lactée. La Voie lactée, on ne voit pas des éruptions très violentes des radiations électromagnétiques quand on regarde le centre, mais il y a des galaxies qui sont très fortes et elles émettent une très grande énergie dans l'univers. Ils peuvent émettre des milliers de fois toute l'énergie de la Voie lactée. C'est-à-dire, si vous prenez le Soleil, vous savez que dans la Voie lactée, il y a des millions et millions d'étoiles. Si vous prenez la lumière d'un Soleil et soumettez tout le Soleil que vous trouvez dans la galaxie et multipliez ça par un facteur 100 000, 3000, ça c'est un quasar. Okay. Et maintenant, j'ai une première question pour vous. Comment vous pensez que ça se fait? Comment produire les objets les plus énergétiques de tout l'univers? Quelqu'un? Je peux te poser des questions. Est-ce que vous avez une idée? Non, mais... Hein? Effondrement. Oui? Effondrement. Effondrement. Une réponse par ici, effondrement. Quelqu'un d'autre? Énergie gravitationnelle. Comment? Le Big Bang, c'est très loin ça. Les quasars sont beaucoup plus proches de nous. Alors? On va voir. C'est l'accrétion. C'est-à-dire comment la matière tombe sur une autre chose. C'est probablement, bon, François, elle a parlé tout le temps d'un trou noir supermassif, et c'est probablement un trou noir supermassif. Mais si vous prenez la lumière que vous voyez dans l'univers et vous traduisez ça en une accrétion, c'est-à-dire comment la matière tombe sur quelque chose d'autre, vous pouvez trouver qu'on a besoin d'une masse entre 1 million et 1000 millions de soleils. Le Soleil est déjà très grand. Le Soleil a une masse d'environ 110 fois la masse de la Terre. OK. On a besoin de ça pour nourrir les quasars, pour expliquer la radiation qu'on voit. Et pour créer cette luminosité, si vous traduisez la
matière dont on a besoin, ça voudrait dire que le trou noir supermassif, on va l'appeler comme ça, avale environ 10 étoiles chacun. C'est-à-dire chacun, le centre de la galaxie, ces choses-là, le trou noir, mange 10 étoiles. Et le très grand, le plus grand connu, mange 600 terres par minute, c'est-à-dire on a déjà mangé 3600 terres maintenant, pendant tout ce temps que j'ai parlé. OK? Quand il n'y a plus à manger, il s'éteigne. Il devient une galaxie normale, comme la nôtre, c'est-à-dire comme une voie lactée. OK? Et notre galaxie, on a parlé des trous noirs supermassifs pour expliquer, ou des choses, disons comme ça, des choses très grandes pour expliquer la question, pour expliquer la luminosité qu'on voit dans les quasars. Mais qu'est-ce qu'il y a avec notre galaxie? J'ai dit que notre galaxie est une galaxie normale. Elle n'est pas un quasar. Elle était probablement un quasar récemment, mais maintenant, comme on voit la Voie lactée, le centre de la Voie lactée, elle n'est pas un quasar. Et je vous demande, qu'est-ce qu'il y a avec notre galaxie? Parce qu'il faut comprendre que c'est très difficile de faire des observations. Si vous regardez vers le centre de la galaxie et vous essayez de regarder la zone où probablement il y a un trou noir supermassif, ça c'est très difficile parce qu'on se trouve sur le plan de la galaxie. Et si on regarde vers le centre, il faut traverser des poussières, gaz, etc. Et c'est très difficile. Il y a seulement un petit problème ici. Et le problème est qu'on est très habitué à travailler avec la lumière, parce que, bon, par des raisons évolutives, on a des jeux. Alors, je pense que vous avez déjà écouté parler sur ça, mais cependant, les astronomes ils observent volontairement, et ils ont observé le centre de la galaxie pendant beaucoup de temps. Ils ont trouvé quelque chose de bizarre. Pour vous poser un exemple, qu'est-ce que les étoiles, qu'est-ce qu'elles ne font pas? Si vous allez, c'est pas cet été, vous allez à la plage, la nuit, vous commencez à regarder les étoiles, la constellation machin, la constellation papa, c'est très joli. Vous retournez un an plus tard, et les étoiles sont là, la même constellation, comme toujours. Alors les étoiles, qu'est-ce qu'elles ne font pas? Elles bougent, mais on ne le voit pas parce qu'on va mourir avant. Mais elles bougent, elles ne bougent pas, pour nous. Mais quand on regarde le centre de la galaxie, on voit quelque chose de bizarre. Les étoiles bougent autour d'un point. Et ce point-là, on l'appelle Sagittaire à étoile parce que ça coïncide avec une source de radio qui s'appelle comme ça. Mais c'est irrélevant, ça. On pourrait l'appeler d'une autre façon. Alors, elle bouge. On a un groupe d'étoiles qui bougent autour d'un point. Et comme on peut faire la physique, on peut faire mathématiques, on sait qu'est-ce que c'est une orbite keplérienne, on peut récupérer l'information sur ce point-là. On a calculé que la masse de ce point-là, pour expliquer les orbites qu'on voit, devrait avoir une masse de 4 millions de soleils. OK? Autrement, les orbites ne s'expliquent pas. Et cette source est contenue dans un rayon de 22 millions de kilomètres, qui en principe c'est beaucoup pour nous, mais du point de vue de la galaxie, c'est rien. 22 millions de kilomètres, c'est plus ou moins un tiers la distance entre nous et le Soleil. OK? Et à ce point-là, je vais vous donner un exemple avec un petit film qui est ici. Alors, on va voir le centre de la galaxie avec le très grand télescope, on l'appelle comme ça. On a beaucoup d'imagination. Ça, c'est le centre de la galaxie, c'est une observation réelle. Et si on s'approche plus au centre, ici, maintenant, le mot simulation numérique apparaît, mais ce n'est pas vrai. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis
ce phrase-là. Mais bon, c'est pas vrai ça, je pense. Ça, c'est la Voie lactée avec le Hubble Space Telescope. On ne s'approche plus au centre. On change de filtre parce que la poussière, il y a le gaz, etc. Et c'est difficile de voir des trucs. On ne s'approche plus du centre. Encore plus. Encore plus. Et on trouve ça. Des étoiles qui bougent. Ils bougent à une échelle de mois. Mais cependant, elles bougent. Surtout les plus proches à un point. Un point qui se trouve plus ou moins là. On a récupéré, ça c'est une simulation numérique maintenant, combinée avec des données réelles. Et on trouve qu'il bouge autour d'un point qui est noir ici, par coïncidence. Et on peut récupérer l'information sur ce point-là. Alors 4 millions, ça c'est plus ou moins la même chose, il ne faut pas le regarder. Un point qui a une masse de 4 millions de soleils dans une distance d'environ un tiers la distance au soleil. OK. Alors c'est un tout petit point. Je viens de vous expliquer qu'un tiers de la distance au soleil est rien comparé avec la taille d'une galaxie. C'est ridicule. Et cependant, ce petit point-là, apparemment, a une influence très grande sur toute la galaxie en principe. OK? J'ai mis ici 15 000 comparé à 0,000001 et très, 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 très grand. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Ici, on a une galaxie. On habite plus ou moins là. Et dans ce régime-là, on a, c'est-à-dire combien d'étoiles il y a autour, il y a dans le système solaire? Il y a un soleil, n'est-ce pas? Dans nos systèmes solaires, il y a un soleil. La densité des soleils qu'on trouve sur le plan de la galaxie est environ 0,05 soleils par parsec cubique. Un parsec, c'est une unité, Françoise l'a défini avant, c'est une unité qu'on emploie en astrophysique parce qu'on est intéressé pour des distances très, très, très grandes. Un parsec, c'est plus ou moins quelque chose comme 100 000 millions de fois le rayon de la Terre équatorielle. Un petit moins de ça. C'est une unité, disons une patate. Okay? Alors, une galaxie a 15 000 patates en diamètre. Je l'appelle comme ça. C'est une unité. Okay? Et si on multiplie ces petits points-là d'un facteur 1000, on arrive dans un autre régime qu'on appelle la dynamique des amas, où la densité des étoiles est beaucoup plus élevée. On a plus une 0,05 étoiles par parsec cubique, ou patate cubique si vous voulez, sinon 1 million d'étoiles ou 100 millions d'étoiles dans un volume qui est plus ou moins équivalent. Okay? Si vous multipliez ce petit point-là d'un facteur 10 millions, vous arrivez au trou noir supermassif qui se trouve au centre de la galaxie, probablement un trou noir. Et pour vous donner plus ou moins une sensation des échelles, la taille d'un trou noir supermassif, disons les rayons de Schwarzschild, d'un trou noir avec une masse de 1 million de masses solaires, et 10 à la puissance moins 7, c'est-à-dire ça. Et un tout petit point là, de quelque façon, a une influence sur la galaxie. Vous avez déjà vu ça. Les astronomes, encore, ils prennent leur télescope, ils regardent pas seulement notre galaxie, sinon aussi d'autres galaxies,
il essaye de mesurer la masse des trous noirs qui se trouvent au centre de ces galaxies-là. Et il trouve que la masse de ces trous noirs supermassifs, de quelque façon, est corrélationnée avec la dispersion de vitesse, c'est-à-dire plus ou moins, ce n'est pas vrai, mais avec la vitesse moyenne que les étoiles ont, les étoiles qui sont proches du trou noir supermassif, relativement proches, parce qu'encore une fois, les trous noirs supermassifs doivent être incroyablement petits. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il y a une corrélation comme cette? La masse est corrélationnée, corrélée avec la dispersion de vitesse. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça se passe? Newton. Pardon? Newton. Newton était un monsieur, mais... Oui. Alors? Mais comment ça explique la corrélation? Pourquoi un tout petit point a influence sur des étoiles qui sont beaucoup très loin? C'est comme si une petite manche à Notre-Dame avait influence sur comment on bouge ici. Pardon? Je pense qu'on confond le centre de gravité général de la galaxie qui est bien au centre avec le trou noir qui est effectivement une petite bouche à Notre-Dame. Oui, mais cependant, ce petit point-là a une influence très grande sur nous ici. Encore une autre. OK, encore une autre réponse ici. Hein? La densité du trou noir. La densité, mais il est très loin de tout ça. L'influence gravitationnelle du trou noir finit beaucoup plus avant d'arriver avant qu'on arrive à ces étoiles-là. Alors la réponse est on ne sait pas vraiment. Ce n'est pas tout vrai, mais je dirais qu'on ne sait pas vraiment très bien pourquoi ça se passe. Probablement une blague de Dieu ou Bouddha, mais bon, c'est une plaisanterie. J'ai fait des blagues très volontairement. Et en principe, on ne sait pas. OK? Alors, on parle toujours sur les trous noirs. On a vu que la question sur quelque chose qui se trouve dans la galaxie et la façon de nourrir les quasars. Et, on a vu qu'on a des évidences sur les trous noirs supermassifs, etc. Mais c'est vraiment un trou noir sain ou est-ce que ça pourrait être, c'est pas une super patate dans le centre de la galaxie, une patate avec 4 millions de masses solaires, confinée dans un très petit volume? Alors, probablement, ces patates feraient collapse et formeraient un trou noir, mais cependant, est-ce que c'est vraiment un trou noir ou est-ce que ça pourrait être une autre chose? Alors, les faits concernant le trou noir. Numéro 1, la théorie de la relativité générale prédit la résistance. Albert Einstein a prédit l'existence des trous noirs, bien qu'il a trouvé ça un peu répugnant, parce qu'il n'aimait pas que ces équations motivent l'existence d'un objet qui est c'est désagréable de penser à un trou noir. Mais le fait est que la théorie prédit ça. On a une très longue liste d'indications observationnelles indirectes. On a parlé sur un couple ici. On a une longue liste de motivations théoriques pour la résistance. Je pourrais parler une heure sur ça. Mais, encore une fois, une demande pour vous. Pourquoi de si longues listes? C'est toujours la même chose en science. Pourquoi on a des très longues listes pour expliquer une chose? Parce qu'on est des scientifiques. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Non? Pourquoi de si longues listes? On a des très longues listes parce qu'on n'a pas une preuve directe. OK? Avant tout, je crois que les trous noirs existent, mais il faut démontrer qu'ils existent directement. Et c'est là où les ondes gravitationnelles jouent un rôle très important. Alors, qu'est-ce que c'est? Trou noir supermassif, il existe probablement.
quasars, elles fonctionnent grâce à l'accrétion, très sûrement. Et la meilleure preuve de trous noirs supermassifs se trouve dans notre galaxie. On l'a grâce à un groupe d'étoiles qui bougent. OK? Vous voyez, cette façon de penser, c'est la façon scientifique de penser. Il faut jamais essayer de croire à quelque chose parce qu'on l'a lu. Il faut y penser, il faut réfléchir, il faut vraiment mettre tout en doute. Et l'évolution de toute la galaxie est liée à un point que j'appelle ici subatomique, parce qu'il est très très petit, subgalactique si vous voulez, parce que on a quelques motivations pour étudier ça et on a beaucoup avancé, mais ce n'est pas clair encore. Bon, si vous cherchez un trou noir, il faut que vous cherchiez l'horizon des événements, parce que l'horizon des événements est la preuve absolue qu'il s'agit d'un trou noir stellaire ou un trou noir en général, et pas d'une autre chose. La relativité prédit les trous noirs supermassifs, et la caractéristique unique et définitoire est l'horizon des événements. Si vous trouvez l'horizon, il s'agit d'un trou noir et rien d'autre. Les étoiles, le gaz et les objets compacts sont comme des sondes qu'on peut profiter d'eux pour tester l'horizon des événements des trous noirs au centre de la galaxie. Et c'est un moment très important parce qu'on a des données nombreuses. On a les télescopes qui fonctionnent avec la lumière électromagnétique, mais aussi, probablement très tôt, des observations d'ondes gravitationnelles. OK, alors on va appeler l'oignon. La première couche de l'oignon, on l'appelle, c'est la cinématique des galaxies. Comment et où vous formez les conditions initiales. La deuxième couche, c'est la dynamique stellaire. Combien d'étoiles, vous savez, très proches du trou noir supermassif. Et comment il se distribue pour savoir avec quelle fréquence il interagit avec le trou noir supermassif. C'est important parce qu'on veut arriver jusqu'à l'horizon des événements. Et je vais vous expliquer que l'horizon des événements est très proche du trou noir supermassif et le trou noir supermassif est très 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 petit. Il faut arriver vraiment d'échelles très longues à une échelle très 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 petite. La troisième couche, c'est l'accrétion. Combien de masse a un trou noir supermassif dans un moment donné pendant sa croissance cosmique. Et la quatrième couche, la radiation gravitationnelle. Quelle est la nature des objets massifs trouvés dans les galaxies? C'est la même chose que j'ai dit avant. De quoi s'agit-il? D'une patate ou d'un trou noir supermassif? C'est très probablement des trous noirs supermassifs, mais seulement avec les sondes gravitationnelles, on sera dans la position de dire c'est un trou noir et avec une masse, on peut déterminer la masse avec le redshift avec une erreur ridicule. On pourra mesurer la masse avec une erreur entre 1 et 0,1%, et la valeur de le spin avec une erreur entre 0,1 et 0,01%. Et c'est une mesure directe, sans aucune modélisation. Et pour vous donner encore une sensation des échelles du problème, la première couche a des échelles galactiques, parce qu'on va lire depuis la taille d'une galaxie à celle de Paris. La deuxième couche, c'est la dynamique stellaire, un centième d'une galaxie. Vous prenez une galaxie, la coupez en 100 morceaux, en petits morceaux, c'est le morceau relevant. La troisième couche, c'est l'accrétion, un millième d'une galaxie. Vous prenez ce petit morceau-là, vous le coupez en 10 morceaux, etc. Et la quatrième couche, c'est la radiation gravitationnelle, 5 km encore plus petit, c'est-à-dire par exemple le système binaire compact, c'est-à-dire deux étoiles compactes, deux étoiles à neutrons.
ont une rélevance dans une distance qui est équivalente à la distance entre Paris et Évreux. Les systèmes binaires ultra compacts, entre 20 et 60 km, la distance entre Paris et Taverny. Et les trous noirs stellaires, disons, plus ou moins la taille de Paris. Alors, on va d'une galaxie à la taille de Paris. Et c'est ça qu'on voit ici, plus ou moins. On commence avec une très grande galaxie. Ici, on a des nuages moléculaires géants. Dans les nuages moléculaires géants, on a des amas globulaires qui ont une taille de 10 en lumière. Ici, on a les noyaux des galaxies au centre. On réduit, on trouve l'association stellaire avec une taille de 600 heures de lumière, ou les quasars, si vous voulez. On réduit encore, on trouve les binaires, les étoiles, les binaires d'étoiles, dans une échelle équivalente au système solaire. Et les binaires ultra compacts par-dessus de 100 km, et au final, on trouve les trous noirs stellaires plus ou moins, disons, le diamètre de Berlin ou Paris, probablement. On a ici l'échelle. OK. Et comment faire ça? Il n'y a qu'une sonde qui puisse faire ça. Comme j'ai dit avant, les sondes gravitationnelles. Les sondes gravitationnelles ont été prédites le 1918 par Albert Einstein. Et si bien la lumière ou les ondes électromagnétiques sont produites par les particules chargées accélérées, les ondes gravitationnelles sont produites par des masses accélérées. C'est-à-dire, vous prenez des choses très massives, comme par exemple 2 trous noirs supermassifs. François a parlé sur ça. Vous mettez les 2 trous noirs supermassifs dans une binaire serrée. Vous accélérez le système et ça perturbe l'espace et le temps. Et cette perturbation s'est transmise comme une onde. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'était Albert Einstein. Et on sait que c'est vrai parce qu'on a découvert des pulsars, par exemple le premier, le pulsar binaire découvert par Hall et Taylor, le 1975, je pense. Ils ont reçu le prix Nobel pour ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est une détection indirecte. On a vu comment l'émission de cette onde affecte l'évolution d'un pulsar. Mais on n'a pas vu les sondes elles-mêmes directement. On a vu une conséquence des sondes. C'est comme si vous êtes dans une piscine et vous faites comme ça, boum, sur l'eau. Cette perturbation se transmet comme une onde. Le même se passe avec un binaire très massif qui tourne avec une vitesse très élevée. Ça perturbe le temps et l'espace. Et au contraire de la lumière qui ne se propage à des distances très 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 longues, cette onde-ci arrive à des distances très grandes. Parce que la lumière, ça tombe comme 1 divisé par la distance au carré. Et cette onde-ci, elle tombe comme 1 divisé par la distance, simplement. C'est pour ça qu'on peut arriver beaucoup plus loin, jusqu'à le Big Bang. On ne peut pas voir directement la lumière du Big Bang, mais on peut avoir des informations du Big Bang grâce à ces ondes-là. Elles contiennent une information très détaillée sur le temps et l'espace, et c'est codifié dans les ondes. C'est un peu plus ou moins le même que comme la connexion Internet, le réseau Internet. Et vous voulez savoir, je ne sais pas, est-ce que j'ai une email où je vais chercher combien d'argent j'ai sur la banque? Vous mettez vos mots de passe, ça émet une petite onde radio qui va chercher le routeur. Le routeur se connecte avec notre ordinateur, etc. Et sur l'air, on envoie une information. Et cette onde ici contient
c'est une information codifiée parce qu'autrement, je pourrais récupérer votre email. Et dans ce temps-ci, on a aussi une information très valieuse, très importante, mais aussi codifiée. Il faut décodifier cette information-là. Je pense que Tania va parler sur ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais que l'astrophysique. Et ça représente une nouvelle façon de voir ou d'écouter l'univers. Parce que, comme je le disais avant, on est très habitué à employer le jeu. Parce que, pour des raisons évolutives, la lumière nous aide à nous orienter, à trouver le chemin, à savoir qu'est-ce qu'il y a devant. Non? Mais c'est pour ça qu'on est habitué à regarder l'univers avec la lumière tout le temps. Et je vais vous mettre maintenant un petit exemple. Et voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. C'est une jungle, je pense que c'était en Pakistan. Et c'est la nuit, ou presque la nuit. Et bon, on a un peu d'informations. Il y a des arbres, il y a un peu de lumière là-bas. Il y a un petit point, probablement une petite ville. Il y a une petite ville là, c'est probablement un village, je ne sais pas. Et oui, là, il y a une petite rue, apparemment, peut-être un peu d'eau. Oui. On voit la jungle comme ça, parce qu'on est sourd maintenant. Okay? On n'écoute rien. Maintenant, on va regarder la même chose, mais on n'est plus sourd. J'espère que ça va marcher. Il y a des oiseaux, mais il y a aussi une autre chose. Je ne sais pas si vous l'écoutez, mais il y a un lion dans l'obscurité. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Et probablement il est fâché. OK? C'est pour ça que c'est important d'être pas sourd. Et maintenant, imaginez que grâce à l'information qu'on a reçue, grâce à cette onde, ce n'est pas simplement écouter le lion, c'est savoir quelle couleur il a, quel poids, je ne sais pas, la couleur de ses yeux. Il y a une information incroyable codifiée dans les ondes gravitationnelles. Parce que, encore une fois, on est habitué à regarder l'univers comme ça. Ça, c'est l'univers. Parce qu'on est sourd. Mais il y a beaucoup d'informations là-dehors. Cette chose-là qui a fait 8 était une binaire de trous noirs supermassifs, comme c'est que François a expliqué avant. Ils sont fusionnés. Ça se passe tout le temps. Dans ce moment-là, il y a des ondes gravitationnelles qui passent à travers de nous. Mais le problème est que les ondes gravitationnelles n'interagissent pas avec la matière, pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut avoir des détecteurs extrêmement sensibles. Et une binaire très importante, c'est une binaire composée par un trou noir supermassif et un petit trou noir stellaire. C'est-à-dire on a un monstre, on a un trou noir avec une masse de 4 millions de masses solaires, c'est-à-dire 4 millions de fois la masse du Soleil. Et autour de ce trou noir si grand, il y a un tout petit objet, par exemple une étoile de neutrons. Une étoile de neutrons,
a une masse d'environ, je ne sais pas, 1,4 fois la masse du Soleil. Et au contraire d'une étoile étendue, parce qu'il a des étoiles étendues comme le Soleil, nos soleils, le Soleil qu'on connaît. S'il s'approchait beaucoup d'un trou noir supermassif, il aura un problème. Le problème qu'il aura serait que, comme il n'est pas un point, sinon qu'il a un rayon, la différence des forces gravitationnelles sur des points qui sont diamétriquement opposés déforme l'étoile. Et ce qui au début était sphérique devient déformé, comme un melon. Ça s'est tendu comme ça. Ça devient quelque chose d'ellipsoïde. Et au final, ça vient déchirer complètement. Ça vient détruire. La moitié s'avale par le trou noir et l'autre moitié est rééjectée dans le système stellaire. Ça, c'est avec un soleil normal. Mais si vous prenez une étoile de neutrons, imaginez que vous prenez la masse du soleil et la moitié de la masse du soleil, c'est-à-dire 1,5 fois la masse du soleil, et vous compressez ça dans un volume si petit comme la ville de Paris. Okay. La Terre est déjà très petite, encore une fois. La Terre est 110 fois plus petite que le Soleil. Et Paris est ridicule comparé avec la Terre. Et maintenant, vous imaginez prendre cette masse énorme, la compresser dans un tout petit point comme Paris. Ça serait une étoile de neutrons, une étoile à neutrons. Si vous habitez sur la surface de cette étoile à neutrons, et vous prenez une petite cuillère à café de la Terre, ça pourrait avoir un poids comme le Collège de France. Okay. Ça, c'est si dense et compact qu'au contraire du Soleil normal, ça peut s'approcher beaucoup au trou noir supermassif sans être déchiré, parce qu'il est si compact. Et il s'approche beaucoup jusqu'à l'horizon des événements presque, et il retourne au point le plus lointain de l'orbite. Il retourne jusqu'à le point le plus proche, qu'on appelle ça le péricentre, et il retourne à l'épicentre. Et on va voir la même chose maintenant. Je vais vous montrer un exemple après une simulation. Encore, ça c'est important parce que ça représente une onde. Le petit objet compact, disons qu'il s'agit d'un trou noir de masse stellaire, c'est-à-dire un tout petit trou noir. Et ici, on a un trou noir supermassif très grand, 4 millions de masses solaires. Et le trou noir petit s'approche. Au péricentre, la distance la plus courte dans l'orbite, il y a une émission très grande gravitationnelle. Si vous prenez une binaire et vous enlevez de l'énergie, la binaire devient plus petite. Et dans cette radiation, il y a codifié, encore une fois, une information très importante sur l'espace et le temps. Vous répétez l'opération et ça devient, l'apocentre ici devient plus proche, et plus proche. Et au final, bien que ça commence à tourner autour de l'horizon des événements, mais sans tomber dedans, seulement au final, ça tombe. Boum. Et le trou noir supermassif avale le trou noir stellaire. Et il y a un petit exemple ici de la vie réelle qui probablement peut illustrer très bien ça. Et c'est ça. C'est plus ou moins la même chose. Vous avez une petite pièce, vous la jetez, vous connaissez ça, non? Ça c'est très connu en Allemagne. Vous jetez la pièce et ça va tomber. Là, c'est le trou blanc. Et la petite pièce qui tourne, elle s'approche. L'horizon des événements pourrait être là, par exemple. S'approche. Et au final, ça tombe dedans. On a vu ici probablement 50 à 60 cycles, je pense. Mais dans la vie réelle, on n'a pas 60 cycles, on a
150 000 cycles. Et chaque de ces cycles-là représente comme une photographie de l'espace et du temps autour d'un trou noir supermassif. Très proche de la fabrique de l'espace et du temps. On voit maintenant la même chose. Et je vais vous expliquer maintenant. Ici, on a un trou noir, comme on le voit, il est noir, supermassif, avec une masse de 3 millions de masses solaires. Et ici, on a un tout petit noir, un tout petit trou noir avec une masse beaucoup plus basse. Et ça représente l'orbite du trou noir petit pendant un jour. Et ici, vous savez combien de jours il manque jusqu'à le petit trou noir tombe dans le trou noir supermassif. Et la vitesse. Ici, on a 20% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, on bouge 2 trous noirs à... le problème, c'est que j'ai appris mon français avec un Suisse, mais bon, 80 et 90% fois plus doucement que la lumière. OK? Vous pouvez écouter le son parce que la personne qui a fait ce film, qui s'appelle Steve Trasko, a augmenté la fréquence, je pense qu'elle a multiplié par 19 octaves. Je sais pas. Et ici, vous savez l'onde gravitationnelle, une polarisation de l'onde gravitationnelle, et ça représente plus ou moins 200 avant que le petit trou noir tombe dans le trou noir supermassif, 20% la vitesse de la lumière. On va sauter. 450 jours avant que le petit trou noir tombe sur le trou noir supermassif. 250. Vous avez l'impression que ça bouge maintenant de la droite à la gauche parce que les yeux n'arrivent pas à regarder ça, ces mouvements-là. 30% de la vitesse de la lumière. 5 jours avant que ça fusionne. Vous voyez des résonances ici qui se forment pour la relativité générale. Si c'était un système newtonien, l'unique chose qu'on pourrait voir serait une ellipse keplérienne fixe dans le temps. Mais ça précèse et les orbites ne se ferment pas. Okay? Et ça réduit aussi dans le temps. C'est pour ça qu'on a l'impression que le trou noir devient plus grand. C'est seulement parce que l'échelle est changée. « 30 jours, un mois avant que ça fusionne. » Et maintenant, j'ai une demande pour vous. Qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce que ça va exploser? Boum! Ça va reculer? Qu'est-ce que ça va faire? Le rouge va disparaître. Le rouge va disparaître, oui. C'est une bonne possibilité. Mais ça augmente, non? Avec le temps, ça fait bouh. Ça s'arrête. OK. Ici, quelqu'un dit que ça s'arrête. Une autre opinion? Ça s'arrête, ça se déforme encore. Pardon? Hein? Un flash d'énergie. Alors ça va faire boum. Alors on a ici, ça se ferme, ça se déforme, ça fait boum. De toutes les façons, Pardon? le discord, là, autour du trou noir, il n'ira pas plus vite que 0,7, 70% de la vitesse de la lumière, parce que c'est là où il commencera à tomber dans le trou noir. Mais il n'ira pas à la vitesse de la lumière. Parce que qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait boum, ça s'arrête. Ça déforme l'espace? Oui, bon, l'espace-temps c'est déjà déformé, il y a beaucoup de temps. 70%. On regarde? Oui? On y va? Aïe, presque.
5 jours, 47%. Boum. C'est exactement ça. Ça, c'est un horizon d'événements. Ça entre et ça se coupe. L'information se coupe. C'est un paradoxe, d'ailleurs. On ne peut avoir aucune information du système à partir du moment où il entre dans le trou noir supermassif. C'est comment dire, une taille abrupte de l'information. Et bon, ça, c'est tout du point de vue théorique et avec beaucoup de tricherie que je n'ai pas raconté. Mais bien sûr, on veut mesurer ça parce que c'est passionnant. C'est vraiment avoir une formation sur la fabrique de l'espace et du temps avec une sonde incroyable. On a pensé comment on détecte ça. On a eu une idée il y a longtemps. Et bon, d'abord, on essaye de faire une chose qu'on n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Et la technique, la technologie dont on a besoin pour faire ça est aussi incroyablement compliquée. On ne l'a jamais fait non plus. C'est pour ça qu'on est allé à la NASA, à l'ESA. L'ESA est la version européenne de la NASA. Au début, la NASA, après, ils ont eu problème d'argent. Et maintenant, c'est seulement l'ESA. On a dit, bon, on a besoin de... C'est beaucoup d'argent, ça. Il s'agit de 1000 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est l'équivalent à 2, comment on dit ça, ligues de football espagnol. C'est plein d'argent. Et ils nous ont dit, OK, c'est très joli, c'est très chouette ça, mais il faut vérifier que ça marche. C'est pour ça qu'on a construit, pas moi, je ne fais que la théorie, ils ont fait une version réduite du détecteur qu'on veut faire. Ça s'appelle LISA Pathfinder, c'est-à-dire ce truc-là va chercher le chemin pour le vrai expériment. Et ça a été lancé en décembre. Et le 22 janvier, le satellite est arrivé à le point de Lagrange numéro 1. Le point de Lagrange est simplement un point d'équilibre pour éviter que le satellite ne tombe ni à la Terre ni au Soleil. OK? Et j'ai regardé ça avec mes enfants et ma copine la nuit, à 5 heures le matin. Et c'était ça, le 3 décembre. C'était exactement, d'ailleurs, c'était exactement après que Albert Einstein a publié son premier article sur la relativité, 100 ans plus tard, exactement le même jour, quand l'article a été accepté. Et elle arrivait bien au point de Lagrange. Et elle doit démontrer qu'on peut faire ça, que la technologie est possible. Parce que la vraie mission s'appelle LISA, c'est un acronyme, merci, en anglais pour Laser Interferometer Space Antenna. Il s'agit de 3 satellites. Dans chaque satellite, il y a une masse qui tombe infinitement sur la Terre, c'est-à-dire la masse suivre une géodésique. Oui. Et chaque satellite, c'était la distance entre satellites, c'est 100 millions de kilomètres, 100 millions de kilomètres, et on a besoin d'une résolution d'un picomètre, 10 à la puissance moins 10. Et oui, c'est un peu la science-fiction, c'est pour ça qu'on veut prouver qu'on peut faire ça. Et le dernier film,
Ici. Ça, c'est un peu la propagande, mais bon. C'est un film que mon institut a fait, l'Institut Albert Einstein à Potsdam. Et ça décrit un peu qu'est-ce que ça veut dire LISA, qu'est-ce que LISA peut faire. Vous voyez maintenant les 3 satellites. 1, 2, 3. Dans chaque satellite, il y a une masse qui tombe. Et il faut mesurer la déviation de leur chute à cause de son gravitationnel. Le laser, ça fait 5 millions de kilomètres. Et ça construit en fait 2 interféromètres, les interféromètres les plus grands jamais de l'histoire de l'humanité. Ça chauffe la Terre autour du Soleil. Là, la Terre, le Soleil. Et ça va mesurer, bien sûr, cette perturbation du temps et de l'espace et son gravitationnel. Et grâce à eux aussi, l'évolution et la formation des galaxies, parce qu'ils sont liés. Et comme je l'ai dit, même au niveau technologique, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ça. Et bon, conclusion. Qu'est-ce que j'ai encore? Le trou noir supermassif doit exister, non? Ça serait ridicule qu'il n'existe pas. J'y crois vraiment au trou noir supermassif. Mais malheureusement, nous sommes des scientifiques et ces mots-là, doivent, ridicule, etc., n'ont aucune importance. Nous devons démontrer leur existence. L'évolution des galaxies est liée au trou noir supermassif. François a beaucoup parlé, expliqué ce sujet-là. Et donc, comprendre leur croissance cosmique nécessite de comprendre celle des trous noirs supermassifs. Et au contraire, si on a information sur la croissance cosmique des trous noirs supermassifs, on comprend mieux la croissance et l'évolution des galaxies. C'est très difficile de voir une binaire de trous noirs supermassifs, mais on peut les entendre très bien. Et il y aura sans doute des surprises. Mais c'est notre métier, non? D'être humain. Notre nature qui est d'essayer de tout comprendre. C'est pour ça qu'on veut faire ça. Et on ne vient que de commencer. Le futur est ouvert. Merci.